Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, bienvenue chez Equinox Télévision, bienvenue à cette édition d'Horizon Sport sur votre télévision. Horizon Sport qui pour cette édition va se consacrer à plusieurs sports, notamment des sports de combat, le kickboxing, le taekwondo, mais aussi la marche sportive, et l'on fera un zoom sur les Jeux universitaires Marois 2018 qui ont démarré officiellement aujourd'hui avec une cérémonie d'ouverture qui a été des plus courues. Nous parlons aussi de championnat Ligue 1 et Ligue 2. Voilà donc quelques éléments sur lesquels nous nous appesantirons dans le cadre de cette édition avec nos invités qui sont installés. On va dire bienvenue à Ngué Tekli Gabriel qui est athlète qui pratique donc de kickboxing, puisqu'il faut rappeler que le championnat d'Afrique de cette discipline sportive vient de se tenir du côté de Yaoundé. Gabriel, bonsoir, oui, bienvenue. Bonsoir Eric, enchanté d'être parmi vous. Voilà, bienvenue aussi à notre champion d'Afrique, 4 fois champion d'Afrique pour lui, Henri Mousongo Pondo. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bienvenue à vous. Merci. Monsieur le champion. Et on va accueillir le coordonnateur de la région du littoral de cette discipline sportive, James Mbappé. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Clément Zeko, le consultant ou l'un de nos consultants déjà installé. Tout à l'heure, il sera rejoint par Vassilus Essemé Olivier. Clément, bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir à l'ensemble de panélistes. Je dis bonsoir aux téléspectateurs. Allez, ici, on va démarrer donc avec ces championnats d'Afrique de taekwondo qui se sont tenus du côté de Yaoundé le week-end dernier. C'était donc organisé par le Cameroun et la compétition qui était attendue du côté du Palais des Sports de Yaoundé s'est finalement déroulée du côté du camp de l'Unité. On rappelle que ce championnat d'Afrique de kickboxing s'est donc déroulé sur les 14 nations qui étaient attendues. 10 ont répondu présentes, à savoir l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, Madagascar, le Nigeria, l'île Maurice, le Maroc, le Gabon et bien entendu le Cameroun. Et au chapitre des résultats, le Cameroun a terminé en première position avec 8 médailles d'or enregistrées. L'Algérie vient en deuxième position avec 6 médailles d'or. La Tunisie en troisième position avec 3 médailles d'or. Tout simplement, cette compétition, on l'a rappelé, était prévue pour se dérouler au Palais des Sports de Yaoundé, mais s'est finalement déroulé au camp de l'Unité qui a sauvé les meubles. Et donc 3 disciplines étaient au menu, le low kick, le full contact et le K1. Quelques champions camerounais, parmi eux quelques-uns sont avec nous sur ce plateau. Mousongo Pondo, Gabriel Ngué au full contact, Mousongo Pondo au low kick, Gabriel Ngué au full contact dans les moins de 67 kg, Kenny Badjo au low kick dans les plus de 71 kg, ou encore Atchoumi au K1. Voilà, donc vous avez la possibilité d'avoir ces quelques images de cette compétition du côté de Yaoundé. Alors, on revient sur ce plateau avec notamment Mousongo Pondo Henri, 4 fois champion d'Afrique, non seulement au Cameroun, mais aussi ailleurs. Alors, Mousongo Pondo, le kickboxing, vous semblez l'avoir dans le sang. Bon, je ne l'ai pas dans le sang. J'ai juste habité chez un grand maître très puissant, Maître Ntepe Moutassi. J'ai grandi chez lui depuis 2005. Et c'est chez lui que j'ai eu cette transmission de kickboxing. Voilà, vous avez été champion au Gabon, champion au Cameroun. C'est quoi la suite en termes d'horizon? Bon, j'ai été champion depuis 2014. Et en 2016, j'ai été champion d'Afrique professionnel. La suite, c'est que je souhaite être champion du monde. Et pour cela, il faut pouvoir participer aux compétitions organisées sur le plan mondial. Oui. Ce que vous n'avez pas encore eu l'honneur de vivre. Oui. Allez, et c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Gabriel Ngué, vous êtes tout aussi champion d'Afrique, pas une seule reprise, donc vous êtes habitué à cela, mais certains pourraient penser que le fait que le Cameroun ait organisé cette compétition a d'une façon ou d'une autre favorisé les Camerounais, puisque le Cameroun a terminé premier en termes de médailles. Bon, déjà, il n'y a pas eu de faveur. Déjà, moi, je suis champion en full contact
beaucoup de personnes disent que le full contact, c'est une discipline, un sport de percussion qui nécessite des coups de poing, d'utiliser la boxe, la technique de boxe anglaise et les techniques de pieds-points, juste au-dessus de la ceinture. Bon, nous avons vraiment eu beaucoup de travail. Nous avons eu à préparer grâce au coordonnateur, au coach. Il y a eu une grande équipe derrière nous qui a eu à nous préparer. Parce que le niveau était vraiment élevé face à une vingtaine de pays. Le Maghreb, Malgache, l'île de la Réunion, bref. Donc le niveau était élevé, nous avons vraiment mérité cette médaille. Dans le Cameroun, en première position, c'est tout simplement le mérite, puisque dans ces sports de combat, on dit très souvent que le pays organisateur, de façon générale, s'en sort vainqueur. Alors, on va parler avec le coordonnateur de la région du littoral de ces disciplines sportives, qui est le kickboxing, pour évoquer le vécu, l'avenir et même l'existence de cette discipline sportive dont on n'entend pas très souvent beaucoup parler, James, mais qui de temps à autre, voilà, réussit à impressionner les uns et les autres à travers les médailles engrangées, non seulement au Cameroun, mais aussi ailleurs, par les pratiquants. Alors, comment ça se vit? Comment ça se fait? Comment ça se pratique? Bonsoir une fois de plus. Le kickboxing, c'est une discipline qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on entend parler de temps à autre, mais c'est une discipline qui a une histoire depuis peut-être 95. Mais comme on le sait, dans ce pays, il y a des sports majeurs, il y a des sports mineurs. C'est une discipline, on ne peut pas avoir la même continuité qu'on a eu depuis le départ parce que, comme vous le savez, sans dents dessus, il y a certains événements qui sont sponsorisés par le gouvernement, d'autre part. Mais si on avait ce suivi-là, ce qui est sur le plan mondial aujourd'hui, on compterait vraiment sur le Cameroun parce qu'avec le moindre de moyens que nous avons, vous voyez, on parvient à être première nation devant toutes ces grandes nations de kickboxing qu'on peut retrouver ici en Afrique. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la loi du domicile n'a pas joué en notre faveur, hein, sincèrement. Les gars ont vraiment cravaché pendant un mois pour se préparer. Et c'est pas la première fois. On se rappelle qu'en 2014, le Cameroun a également terminé sur le toit de l'Afrique. C'est vrai que c'est toujours à domicile, mais si on a des jeunes comme Pondo Msongo qui parviennent à aller glaner des ceintures face à d'autres nations dans leur pays, ça veut dire que ce n'est pas la loi du domicile qui prévaut automatiquement. On a des génies sur place. Il suffirait juste qu'on les accompagne derrière et les résultats seront là. Alors, rapidement, on évoque avec vous, Clément Zeko, consultant de cette émission, cette discipline sportive, le kickboxing, qui peine à vivre, qui se bat pour exister, mais qui continue, comme beaucoup d'autres disciplines des sports mineurs, à engranger ou à produire des médailles pour le Cameroun, à produire des lauriers pour le pays. Oui, disons que nous allons nous répéter, le Cameroun est un vivier de sportifs de très haut niveau en toutes les disciplines. Et les sportifs camerounais n'ont besoin que d'encadrement. Il leur faut l'encadrement adéquat pour pouvoir donner le meilleur de soi. Et il se trouve que, lorsqu'on prend le cas du kickboxing, c'est une discipline qui glane beaucoup de lauriers à l'international. Si vous allez voir les compétitions auxquelles le Cameroun a préparé à l'international, vous vous rendrez compte que chaque fois que le kickboxing s'est produit, il est revenu avec des lauriers. Il en est de même du taekwondo, il en est du sambo, il en est. Donc, et nous n'avons de cesse de le dire, on a besoin d'encadrement. Vous allez croire que c'est les footballeurs qui sont bien lotis. Non, que non, non et non. Parce que si vous voyez dans le bourbier auquel ces enfants-là se produisent et réussissent à avoir la qualité de performance qu'ils ont, on peut pleurer à leur place. Et c'est pour cette raison que nous n'allons jamais nous essouffler de sonner le tocsin pour dire à l'administration, à l'ordre gouvernant, qu'il est temps de vraiment se pencher à côté du sport. Parce que n'oublions pas, le sport est une industrie. Et si l'on se met bien dans cette industrie du sport, on pourra amorcer notre l'émergence dont nous pensons, tant en pensant à l'économie, en pensant à la politique, nous n'allons pas facilement l'avoir si je voulais dire, si on investissait le même capital en hommes et en moyens dans le domaine du sport. Je pense qu'on sortirait plus rapidement. Je dis bien plus rapidement. Est-ce que vous savez simplement qu'à travers le sport, on peut
facilement mener une campagne de paix. Et chaque fois qu'il y a eu même la guerre, nous sommes en désordre, par exemple, à l'extrême nord, avec le Boko Haram. Est-ce que vous savez que les Jeux universitaires apaisent un peu? Nous sommes en désordre dans le nord et le sud-est. Est-ce que vous savez que le sport, le temps de sport est un temps pour prendre le temps et comprendre un certain nombre de choses? Donc c'est pour dire que ne regardons pas toujours du côté de la politique, de l'économie, en pensant que c'est par là. Investissons. Non, allons dans le domaine. Parce qu'il se trouve que le capital humain que nous avons dans le domaine du sport est un capital que tout le monde recherche. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous avez et vous mettre à admirer ce qui est chez les autres, alors que vous avez déjà cette mine-là. Donc investissons dans le domaine du sport, parce que le sport est une industrie. Je ne me fatiguerai jamais de le dire. Alors, très rapidement, pour sortir avec nos athlètes Moussango Pondo, Henri et Guy Teglé Gabriel, quand vous voyez à quelle enseigne sont logés les footballeurs, je commence par vous Henri, est-ce que vous avez justement envie de continuer à pratiquer cette discipline sportive? Vous êtes champion d'Afrique. Aujourd'hui, j'imagine qu'au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, jusqu'à présent, rien n'est dit. On sait à peu près comment on célèbre les champions d'Afrique dans d'autres disciplines. Oh ouais, quand je vois comment les footballeurs, nos frères footballeurs sont pris en conscience, je vois comment je vais travailler et être meilleur. Parce que Francis Ngannou nous a montré. Il n'a pas été pris en compte ici au pays, mais arrivé à l'étranger, il a beaucoup travaillé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et on ne va pas l'en vouloir, on doit suivre son chemin et être aussi très meilleur. Donc vous dites, on continue à travailler, on continue à croire, on continue à boxer, on continue à compétir, sachant que demain peut être meilleur. Si, c'est ça. Allez, qu'est-ce que Gabriel répond à ça comparativement aux autres sportifs qui remportent des médailles d'or? Je ne sais pas si je vous ai félicité déjà pour ça, mais je le fais encore. Comparativement à ces autres sportifs, vous êtes champion d'Afrique, mais pas logé à la même enseigne, Gabriel. Déjà, dans ma tête, je suis un champion dès l'enfance, depuis la base. Notre sport est dit mineur, mais nous travaillons, nous le faisons par passion, par amour. Déjà, ce sport. Bon, pour les prises en charge, nous laissons cela aux administrateurs. Sur notre travail, nous sommes des athlètes. Nous sommes là pour boxer, nous sommes là pour représenter. Vous êtes champion d'Afrique, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Déjà, pour moi, c'était un honneur. En dehors de l'honneur, parce que même moi, champion d'Afrique, même de journalisme, c'est un honneur, d'abord. Bon, déjà, cela, comme j'ai dit tout à l'heure, concernant les finances, nous remettons cela à l'administration. Je pense que nous sommes dirigés par une instance administrative, qui est la fédération, le ministère, bon, bref, toutes les démarches, bon, ils le feront. Bon, nous sommes là pour bosser. Par le passé, ils l'ont fait? Ils le font, ils le font. Je ne peux pas dire que mesurer la façon dont on traîne nos confrères d'autres sports, mais ils le font. À leur niveau. Nous souhaiterons qu'on prenne plus considération de nous. Allez. On considère plus qu'on travaille, on aime le pays, on aimerait lever le drapeau plus haut. Et comme l'a dit Henri tout à l'heure, participer. Pourquoi pas? C'est la moindre des choses que ces athlètes demandent, pouvoir se mesurer au-delà des frontières africaines à d'autres compétiteurs en participant par exemple au championnat du monde. Alors, dernière question sur cette discipline sportive avec vous, James. Pour vous, c'est quoi l'avenir du kickboxing au Cameroun? L'avenir du kickboxing déjà, c'est de pouvoir, avec les stars sportives nationales, qu'on essaie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on essaie de donner la chance à ces jeunes aujourd'hui qui sont champions d'Afrique. Parce que nous savons tous que le championnat d'Afrique est qualificatif pour le championnat du monde. Que la prochaine échéance du championnat du monde, que ces gars ont pu c'est vrai cette fois-ci, sur le plan administratif, le gouvernement ne nous a pas, je ne vais pas dire vraiment, ne nous a pas accompagnés sur ce point-là. Pour le championnat du monde, j'espère bien qu'ils pourront nous accompagner pour que ces gars puissent découvrir autre chose.
Allez, merci et on souhaite simplement bon vent à vous autres kickboxers, c'est comme ça que ça se dit. Bon vent à la Fédération camerounaise de kickboxing et vivement que après cette qualification, cette première place à ce championnat d'Afrique, que le Cameroun se retrouve au championnat du monde et que l'on puisse voir Henri, Gabriel et tous les autres défendre les couleurs du Cameroun au niveau mondial. On va regarder pour permettre aux uns et aux autres de sortir une fois encore ces images de kickboxing et cette compétition qui, on l'a dit, s'est déroulée du côté de Yaoundé. C'était le week-end dernier. Il y a une compétition avec 3 disciplines au menu, le low kick, le full contact, le K1 avec donc ces champions d'Afrique, ces quelques-uns que nous avons reçus sur ce plateau. Moussongo Pondo, Gabriel Nguyi, Kenye Badjio au low kick et dans la catégorie des plus de 71 kg. Atchoumi, entre autres, qui ont donc pu permettre au Cameroun de terminer à la première place de cette compétition avec un total de 8 médailles d'or engrangées. 8 médailles d'or pour le Cameroun. L'Algérie qui a occupé la deuxième position avec 6 médailles en or et la Tunisie qui a terminé en 3e position avec 3 médailles d'or. On va parler de taekwondo tout aussi dans quelques instants, mais avant cela on évoque les populations de Kekem dans le département du Haut-Kam qui sont sorties en masse pour une marche sportive en prélude à la 132e fête du travail qui s'est célébrée, qui avait pour thème dialogue social, facteur de promotion du travail décent et de progrès socio-économique au Cameroun, et une marche sportive qui a mobilisé donc pratiquement tous les habitants de Kekem avec la Ligue, avec la Fédération camerounaise de sport pour tous, suivant ce reportage de l'Éclair Tsakem. Le sport est un médicament très important pour la santé d'un être humain. C'est dans cette optique qu'une marche en prélude à la fête du travail 2018 a été organisée sur les artères de la ville de Kekem, dans le Haut-Kam, région de l'Ouest Cameroun. En tête de file, le chef de terre de cet arrondissement, entouré pour la circonstance du maire, des élites de cette localité tels que Emmanuel Néossi. Près de 200 personnes ont bravé environ 5 km. Tout commence ici par le premier palier, les étirements pour éviter les crampes, ensuite la marche. À l'arrivée, ces hommes et femmes se sont prêtés à quelques exercices physiques. Pour les participants, cette marche a été très importante pour la santé. Chaque homme qui travaille doit penser à un jour. Ce serait bien pour le corps, un traitement gratis de Dieu. Nous sommes chaque année très contents. Ça rassemble tous les jeunes du département et en conclusion du Cameroun. Le sous-préfet de Kekem, André Tayanou, se réjouit de la mobilisation et salue cette solidarité qui a toujours caractérisé la population de Kekem. Depuis hier, il a mobilisé les jeunes, les vieux et tout le monde. Et depuis 6 heures, on a engagé cette marche depuis la Moumé jusqu'ici à la place de fête de Kekem. Je suis vraiment satisfait. Je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler aux populations de Kekem de bien fonder, de vivre ensemble. Parce que cette marche est le témoin local de cette notion de vivre ensemble qui est en cours maintenant dans notre pays, parce que, comme vous le savez, c'est dans certaines régions de notre pays il y a des tensions et nous voudrons que toutes les populations du Cameroun, celles de Kekem, s'associent à l'ensemble des populations du Cameroun pour qu'ensemble nous essayons de promouvoir le vivre ensemble. Et cette marche, comme je me répète ce matin, est le témoin privilégié de ce vivre ensemble pour nous par le chef de l'État. Voilà donc pour ces images de marche sportive donc du côté de Kekem. Allez, parlons de taekwondo à présent avec Christophe Ndogbo que nous recevons sur ce plateau, qui est diplômé de l'Académie internationale olympique en master des sciences de concentration, études olympiques et management des mouvements. Ça fait gros quand on écoute un tel titre. Christophe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci.
Alors, vous êtes champion en tout cas, de taekwondo 2011-2014, champion du côté de la Belgique de taekwondo en 2017. C'est dire que vous êtes un gros spécialiste de cette discipline. Ben, je ne dirais pas un gros spécialiste, mais je me débrouille à faire autant que je le peux, quoi. Allez, on va pouvoir regarder quelques images pour comprendre ce que c'est que cette discipline. Mais en attendant, on va dire bienvenue à l'autre consultant, Vassilius Esseme Olivier, qui nous a rejoint. Olivier, monsieur le coach, monsieur le président, bienvenue, bienvenue à vous. Bonsoir Eric Massandjoumou. Je vais profiter de la tribune pour adresser mes sincères condoléances à la famille de Jules Denis Onana qui a entamé son dernier voyage ce soir et qui sera inhumé demain. Il faut dire que Jules Denis Onana a véritablement marqué le football camerounais. Jules Denis Onana, oui, effectivement, oui, connu sous le nom de Panka. Et il faut dire que il avait rejoint les rangs des entraîneurs éducateurs de football du Cameroun en 2006, où on a eu l'occasion de cheminer ensemble lors de l'obtention de notre premier parchemin de la licence A1, ici à Douala, il faut le dire. Donc, il nous a quittés, il a entamé son dernier voyage, vivement que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je vais également emboîter le pas comme ça pour dire bonsoir à tous les jeunes de Bonadibon qui ne regarderont pas Horizon Sport ce soir, parce que de ce côté aussi, ils ont perdu un fervent promoteur de jeunes, dont la veillée a lieu ce soir, Dika Séraphin. Ben, ce ne sera pas une soirée de larmes. Bienvenue et bien le bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Bienvenue au panel. Allez, merci. La vie continue pour ceux-là qui sont encore vivants. Alors, Christophe, donc on parle de ce stage. Vous qui êtes un champion multidimensionnel, un champion international qui va au-delà du Cameroun. Parlez-nous quelque peu tout d'abord de cette discipline. Le taekwondo, on a parlé du kickboxing tout à l'heure. Le taekwondo, c'est quoi, par exemple, comparé à ce que nous avons regardé en image en termes de kickboxing? Bien, je pourrais dire déjà que de son origine déjà, le taekwondo fait la différence parce que c'est déjà un sport d'origine coréenne. Ça, c'est la première des choses. Et puis, on peut dire que le taekwondo, c'est un art martial comme tant d'autres arts martiaux, oui. Certes, mais vous aurez peut-être plusieurs formes, la forme olympique qui est la forme olympique et la forme traditionnelle. La forme olympique, c'est celle que nous connaissons très souvent, que nous voyons dans les compétitions. Et nous avons à côté de cette forme olympique une forme traditionnelle qui se pratique dans des dojans. Voilà. Alors, peut-être une correction avant qu'on revienne au taekwondo sur le nom justement de... Oui, ben, en fait, il faut dire que les deux ont partagé le même poste, mais il s'agit plutôt de Onana Lundu, au nom de Jules Denis, dont la précision valait vraiment détail. Il faut dire que c'est l'émotion également lorsqu'on a vécu de près certaines personnes. Il s'agit bien de Onana Lundu qui était en 82. Avec le Michel Karam, le Tokoto, les Mbida Grégoire, le feu Dr Abega, les Mila Rougier et bien d'autres qui nous ont fait vraiment rêver en 80. Voilà qui est dit et qui est corrigé. Alors, on reste avec Christophe. Vous excusez pour cette digression. On parlait du taekwondo. Alors, l'état de cette discipline sportive au Cameroun, on a regardé, j'avais posé la question tout à l'heure par rapport à la différence avec le kickboxing dont on parlait tout à l'heure. On se rend compte déjà que dans l'accoutrement, il y a une grosse différence. Là, on est proche véritablement des sports tels le judo, le karaté et tous les autres. Alors, dans la pratique au Cameroun, quelle appréciation est-ce que vous faites? Bien, quelle appréciation? Je dirais tout simplement que le taekwondo se porte comme presque tous les sports que nous pourrons considérer mineurs au Cameroun. Elle ne fait pas d'exception. C'est tout autant comme le judo. C'est un sport mineur au Cameroun. Je ne pense pas qu'il y ait... Là, je parle, en tout cas, au-delà de cette appréciation, le niveau. Comment est-ce que vous l'appréciez, vous, qui l'avez pratiqué à un niveau mondial, à un niveau international? Je dirais toujours que le Cameroun regorge de beaucoup de talent. Et c'est la même chose en taekwondo aussi. Mais alors,
je pense que des ressources manquent, des ressources pour permettre à ces talents d'aller plus loin. C'est ce qui manque particulièrement aux Camerounais. Alors, et pour vous qui côtoyez au niveau international, qui avez participé à des compétitions de très haut niveau, qu'est-ce que vous faites justement pour que cela change? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour que le taekwondo change au Cameroun. Bon, à mon avis, parce qu'en dehors de la pratique du taekwondo, j'ai fait des études de management des sports. J'ai eu la chance de faire ces études de management des sports à l'étranger. Et après ces études, je me dis, pour développer le taekwondo camerounais, il faudrait partir de l'aspect managérial pour que ça puisse décoller. En faisant quoi par exemple? En apportant quoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Je commencerai d'abord par l'éducation. L'éducation des pratiquants, l'éducation des leaders. Et puis, on peut se dire toujours, il faut mettre de l'argent, mais on n'est jamais sûr d'avoir des ressources financières qu'il faut. Mais on peut faire avec le minimum qu'on aura. Toutefois, il faut que les personnes soient éduquées et qu'ils aient la volonté, la vision de développer leur sport. Alors, pour sortir, la rencontre de demain, ou ce stage, cette formation qui va démarrer, va consister en quoi? Justement, comme je disais tout à l'heure, ma vision commence par le développement personnel, par l'éducation des personnes, et mon stage de demain consistera justement à ces points. Éducation par le sport, et on continuera le dimanche par la pratique du sport en elle-même. Allez, on va vous dire merci. Merci Christophe d'être passé sur notre plateau. Très belle continuité surtout. Longue vie à cette discipline sportive qu'est le taekwondo. On va évoquer à présent les Jeux universitaires. Les Jeux universitaires qui se sont ouverts du côté de Marois. Avec donc ce reportage qui va nous permettre donc d'apprécier cette cérémonie d'ouverture ou alors l'arrivée des différentes délégations du côté de Marois pour prendre part à ces Jeux universitaires qui se déroulent tout de même dans un contexte quelque peu particulier avec la situation sécuritaire dans cette partie du pays, mais aussi l'aspect infrastructurel des infrastructures loin d'être prêtes, ce qui fait que beaucoup d'athlètes se retrouvent aujourd'hui logés dans des établissements scolaires, des infrastructures qui sont encore en chantier à l'entame donc de cette compétition. Suivons ce reportage. Kongola, à Marois, principal site d'accueil des 21e Jeux universitaires, est encore en plein chantier à quelques heures du kick-off de la grand-messe des sports universitaires. Arrivés sur le site par bus, les délégations, parmi lesquelles une du Tchad, ont déjà pris leur quartier. Dans une belle ambiance, avec la balle au pied ou avec de petites foulées, les athlètes ont procédé aux dernières séances d'entraînement sur le site de Kongola et autres aires de jeu mises à leur disposition. Question de peaufiner leur tactique. Ils avaient au préalable effectué une petite balade de reconnaissance pour s'acclimater en cette période de chaleur intense à Marois. Occasion idoine pour des commerçants de circonstances de faire de bonnes affaires. Les travaux étant encore en cours, certaines sources indiquent que plusieurs disciplines seront délocalisées dans les lycées de la ville. Le rendez-vous est tout de même pris pour demain, pour le début de la compétition qui s'achèvera le 11 mai, compétition à laquelle prendront part environ 3500 athlètes. Environ 3500 athlètes donc du côté de Marois pour ces Jeux universitaires 2018. Une compétition qui, malgré les critiques, malgré tout ce qui est très souvent dit sur l'absence de traçabilité, il y a des athlètes qui sortent du lot dans cette compétition, malgré tout ce qui est dit souvent sur l'impréparation des universités hautes, eh bien cette compétition essaye tant bien que mal de vivre depuis sa renaissance en 1998. Les Jeux universitaires 2018, donc du côté de Marois, Vassilius Essémé Olivier, des Jeux qui vivent, qui survivent avec le temps et malgré tout.
Effectivement, je pense qu'il y a toujours de l'envie au-delà de l'organisation. Il y a un engouement, une effervescence autour du jeu. D'abord, cet engouement qui est créé par les participants qui sont des acteurs, des compétiteurs, qui ont toujours à cœur de porter très haut l'étendard de l'université qui les représente. Donc cette compétitivité apporte toujours du baume au cœur parce que à la fin, lorsqu'on regarde le décompte au niveau des rangs, on voudrait bien savoir qui a fini à la tête. Cet engouement n'a rien à voir avec la commodité de préparation. Maintenant, lorsqu'il faut jeter un regard dans ces commodités de préparation, on aura toujours à dire. Hier encore, on était là à penser et à voir, à constater que le site n'est pas totalement prêt pour accueillir et les délégations et, n'est-ce pas, c'est un terrain de jeu, de compétition et tout. Mais moi je dis, ce qui domine réellement au niveau de la pensée, c'est l'envie d'y être, cette effervescence, cet engouement. Et c'est ça qui fait la beauté, n'est-ce pas, des Jeux universitaires, parce qu'au fond, tout le monde veut être sélectionné, tout le monde veut y participer, que ce soit au niveau des encadreurs, que ce soit au niveau des compétiteurs, des acteurs eux-mêmes. Il y a toujours cet engouement-là, cette volonté qui amène chacun à se surpasser. Maintenant, les problèmes d'organisation, les couacs, vraiment, on est déjà habitué. Est-ce qu'on va finir par s'y habituer nous-mêmes? Là est la question, mais est-ce que nous souhaitons davantage? Le message qu'on peut transmettre aujourd'hui, c'est que les Jeux universitaires, c'est un vivier qui est quasiment la sortie des grands compétiteurs à tous les niveaux et à toutes les disciplines. Donc, il mériterait beaucoup plus d'avoir de l'attention de ce côté en termes de préparation, en termes d'infrastructure, en termes d'hébergement, en termes d'organisation. Depuis un peu ou depuis près de 20 ans, Clément Zeko, le discours semble être le même. Les situations semblent être les mêmes, quelle que soit l'université haute. On parle de ces problèmes infrastructurels à l'approche ou à l'entame des Jeux. On parle de ces problèmes organisationnels très souvent, problèmes de logement et tout le reste. Et je dis, près de 20 ans après le retour de ces Jeux, comment comprendre que ça ne change pas? Et finalement, tel que Vassilios le dit, le seul véritable point catalyseur, c'est la participation et l'engouement qui reste le même. Oui, 20 ans après, on peut s'offusquer du fait que les Jeux universitaires n'ont pas porté les fruits escomptés. Simplement pourquoi? Parce qu'au départ, on croyait que les Jeux universitaires pouvaient constituer une niche de solutions, d'abord infrastructurelles. Parce que n'oublions pas que l'université est un milieu qui regorge un certain nombre de personnes pour qui l'aspect sportif et l'environnement est d'une importance capitale. Et on avait cru qu'en organisant les Jeux, d'abord pour brasser les universités, pour brasser les étudiants, pour créer de l'émulation dans la population jeune, en faisant ces Jeux universitaires, on permettait comme ça à cette jeunesse de s'épanouir. Mais simplement, à chaque jeu, on se rend compte que les jeux se relaient les problèmes. Prenons les trois derniers. Douala avait fait ses jeux, a donné le témoin à Bamenda, qui l'a remis à Maroua. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui que Maroua a commencé les jeux alors que les infrastructures ne sont pas terminées, un coup dans le retour, on se rend compte effectivement à Bamenda, ça avait été la même chose. Pour ne pas dire que Douala avait fait pratiquement la même chose. Maintenant, on peut s'étonner que le milieu universitaire, qui est un milieu de projection, où on enseigne le rationnel, comment se peut-il que ceux-là même qui ont l'aptitude à enseigner le rationnel semblent irrationnels? Je veux dire quoi? Au moins, depuis un an, Maroua sait qu'il y aura les Jeux. C'est-à-dire que sur le plan des infrastructures, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Sur le plan de l'hébergement, il y a un certain nombre de structures qu'il faut mettre en place, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, comment se fait-il que c'est le jour des Jeux que l'on se rend compte que tout n'est pas fait? Et malgré tout, une fois que les Jeux seront passés, on va couvrir ces problèmes et l'université qui va prendre le relais reprendra le relais avec les mêmes problèmes. N'oublions pas, prenons un peu le cas de Douala. Douala a tenu 2 ou 3 Jeux. 3 ou 4. Oui, 2 ou 3 Jeux. Oui. Véritablement, qu'est-ce qui est resté? Bon, c'est vrai, le campus 2 a eu son terrain, le campus 1 a eu son terrain, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a eu en plus? Pas grand-chose. Bamenda, qu'est-ce que Bamenda a? Quand on part à Yaoundé,
qui est la mère des universités. Qu'est-ce que Yaoundé a? Vous avez Mateko, vous avez un deuxième stade, vous avez... Mais non, effectivement, pour donner et créer de l'émulation à la jeunesse, ne faisons pas les choses à moitié. Quand on veut faire quelque chose, il faut qu'on le fasse à telle enseigne que l'étudiant d'aujourd'hui, demain, sera dans la société et se souviendra de sa vie d'étudiant à travers un certain nombre d'activités qu'il a menées pendant qu'il était à l'université. Il y a des relations qui sont très fortes aujourd'hui, simplement parce que un dimanche, on s'est retrouvé sur le terrain, toi fac sciences, moi fac lettres, l'autre fac sciences, ainsi de suite, et on a créé une émulation. Pendant les Jeux, moi j'étais à Douala, toi tu étais à Bamenda. Mais relativement à tout cela, je voudrais qu'on établisse un parallèle, par exemple, avec les Jeux FENASCO, à un niveau quelque peu plus bas. On a le sentiment de se retrouver quasiment dans le même schéma, sinon pire. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand vous descendez au niveau de la FENASCO c'est la fédération la plus riche en termes de revenus nets. Parce que quand vous voyez qu'un enfant qui s'inscrit à l'école au Cameroun participe, dès que vous êtes inscrit à l'école, vous participez déjà au budget de la FENASCO. Ça veut dire que si on redistribue ce budget en fonction des problèmes que pose la FENASCO, parce que généralement on résout les problèmes que la FENASCO ne pose pas. Les problèmes posés par la FENASCO, on ne les résout pas. Même chose, les problèmes posés par les Jeux universitaires, on ne les résout pas, on résout plutôt autre chose. Par moment, il faut tenir les Jeux pour se dire on a tenu les Jeux. Non, nous devons sortir des sentiers battus. Nous devons ne plus nous contenter du formalisme. Oui, on a traversé ça. Tout à l'heure, nous venons de recevoir des athlètes de haut vol ici, qui sont champions d'Afrique. Maintenant, quand on dit champions d'Afrique, ils se sont préparés où et comment, avec quoi? Est-ce que seulement les Camerounais connaissent que nous avons des champions d'Afrique? Il y avait un de part et d'autre ici, ils étaient assis ici, champions d'Afrique, mais qui ne sont pas connus au Cameroun. C'est la même chose, les Jeux universitaires, c'est au petit bonheur la chance, oui, le marois, après le problème d'insécurité, finalement on tient. Non, véritablement, si on ne peut pas faire les choses telles qu'il se doit, il ne faut pas le faire. Comment peut-on encore aujourd'hui organiser les Jeux et loger les athlètes dans des salles de classe? Ce n'est pas décent du tout. Les athlètes à qui on va demander des performances, ils dorment dans des salles de classe. Pendant ce temps, il y a des encadreurs qui dorment à l'hôtel. C'est les choses à l'envers. Vraiment, ça m'ennuie de le dire, mais c'est à l'envers. L'athlète, c'est le moteur de l'activité. Oui, c'est d'abord lui. Quand il est dans de bonnes conditions, il produit de bons rendements. Il faut le mettre au centre de l'activité. Il ne faut pas l'utiliser comme prétexte. Il n'est pas un prétexte. Il est le cœur de l'action. C'est lui qui fait la raison. C'est lui qui fait le jeu. Donc c'est lui qui doit être ménagé. Tout ce qu'on doit faire doit être fait pour lui. Partant de sa performance qu'on voudrait qu'il réalise et ensuite de l'environnement dans lequel on voudrait que ce... Vous voyez donc qu'on peut à longueur de journée relever l'état. Bon, mais on peut déjà au moins applaudir que ça se tient. Mais de façon annuelle. Le formalisme, là, on est fatigué. 20 ans plus tard. C'est déjà 20 ans plus tard. C'est déjà ça. Non, véritablement, il faut qu'on... 20 ans plus tard, c'est un peu tard. Allez, c'est déjà ça. Il faut que ça puisse se tenir. Et ça se tient. Et ça, on l'apprécie. Bon, même si, pour beaucoup ici, il serait difficile de désigner un athlète, un sportif qui, depuis un peu plus de 20 ans, est sorti du moule des Jeux universitaires pour éclore dans sa discipline sportive. Malheureusement, il est difficile de pouvoir le dire. Allez, on va évoluer en recevant sur ce plateau trois footballeurs, puisque c'est la trêve dans les championnats. En rappelant aussi, avant de sortir de ces Jeux universitaires, que l'université de N'Djamena et un institut supérieur aussi du côté de N'Djamena participent à ces Jeux universitaires, voilà, qui s'ouvrent progressivement à l'Afrique centrale et au brassage. On sait que par le passé, il y a eu d'autres délégations, d'autres universités, d'autres pays de l'Afrique centrale qui ont participé. Et parmi les grosses
grosses attractions de ces universiades, il y a forcément le match des fan clubs auquel personnellement j'aimerais assister parce que c'est l'une des grosses attractions. Voilà ce que je voulais dire sur ces Jeux universitaires. Avant d'accueillir donc nos 3 footballeurs, tout d'abord 2, puisque le 3e nous rejoindra plus tard, Joël Tchofo, qui est défenseur des Astres, qui est défenseur des Astres de Douala, nous rejoindra. Allez, on va accueillir le gardien ou l'un des gardiens de l'équipe de Stade Renard de Mélon, Émile Merlin Lako Wende. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les spectateurs du plateau là. Et voilà. Bonsoir à toute la population de Mélon ce soir. Ça aurait été un crime de lèse-majesté. Alors, Kobilé, l'une des stars du championnat Ligue 1, attaquant de New Star de Douala. Kobilé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Eric. Allez, c'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir partagé. Alors, on dit, vous avez vu tout à l'heure les sportifs d'autres disciplines qui sont passés. Voilà, forcément, quand ils vous regardent, ils vous envient. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, pour moi, nous envier, je ne pense pas qu'ils doivent nous envier, puisque c'est plutôt nous qui devons les envier. Parce que ils sont champions d'Afrique. Rencontrer un champion d'Afrique sur un plateau, c'est un honneur. Et je pense bien que bon, l'État doit leur faire confiance et les recevoir comme des vrais champions d'Afrique. Kobilé, j'imagine que c'est un sentiment partagé. Alors, on va évoquer donc la 17e et dernière journée du championnat de Ligue 1 avec un match qui concerne justement votre équipe, Kobilé. Le match Future New Star de Douala, 2-0. Est-ce qu'on peut dire qu'avant ce match, vous vous attendiez à un tel résultat? Non, je vais dire, quand on a fait le déplacement pour Future, pour Banjoun, pour Bafoussam, nous sommes allés avec la tête haute parce qu'il nous fallait vraiment ces 3 points pour essayer de remonter au classement du tableau de Ligue 1 parce que nous sommes très mal positionnés et il fallait que chacun de nous essaie de mettre la main dans la pâte et donner le meilleur de soi-même pour pouvoir remporter ces 3 points. Allez, et forcément pour cette équipe, ça a été une grosse surprise, une déculottée après le 4-0, le cinglant pris face à Coton Sport de Garoua. Eh bien, il y a eu ce 2-0 pour clôturer la phase aller du championnat. Jean-Paul Chouniat nous fait revivre ces sensations fortes pour New Star de Douala et bien sûr cette humiliation pour Future FC de Diko Banjoun. C'était la 17e journée de la phase aller, 17e et dernière journée de cette phase aller. Le reportage, on va le retrouver ici peut-être plus tard. Avant de donner la parole aux uns et aux autres, suivons voilà, ce reportage de Jean-Paul Chouniat sur ce match Future FC New Star de Douala. 14e au tableau en arrivant au stade Omnisport de Bafoussam Kwekon. Le détenteur du trophée de la Coupe du Cameroun ne s'attendait certainement pas à remporter sa première victoire de la saison à l'extérieur. Une vraie surprise pour New Star de Douala, totalisant jusque-là 7 défaites sur 8 matchs en déplacement. Les poulains du coach Rodolphe Chamo, victorieux 2-0 face à Future de Diko Banjoun à cette 17e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Pas du tout gai de la prestation de ses protégés dans le premier quart d'heure. Le président Faustin Domke crache sa colère dans les gradins, poussant ses joueurs à véritablement mouiller le maillot et briser le signe indien des déboires à l'extérieur. La pression paye et 20e minute, ballon récupéré au milieu du terrain. New Star, en un temps 2 mouvements, ouvre le score sur une frappe croisée de Nanjou. Le tout à la grande désillusion du président Future. Tranchés au vif dans leur chair, les joueurs de Future de Diko Banjoun tiennent à rétablir l'équilibre le plus tôt possible, bien avant la fin de la première manche. Mais il manque d'adresse sur pas mal de balles arrêtées. Et réponse du berger à la bergère, New Star est à 2 doigts de saler l'addition sur cette frappe molle à la fin de la première manche. Gonfleur bloque durant la pause. Future revient tout déterminé de refaire son retard. Mais le capitaine Sadio Sodea et ses coéquipiers n'ont pas le temps de dérouler leur projet d'égalisation. Que New Star démontre toute sa classe dans une phase de 1-2 qui fonctionne à merveille. Future ne peut que constater les dégâts 10 minutes à la reprise.
La défaite qui se dessine semble déjà bien faire mal pour que deux supporters des deux équipes s'étripent dans les gradins. Et sur cette action d'un éventuel 3-0, l'attaquant de New Star semble avoir été fauché en pleine surface. Mais seul l'arbitre tient la décision. Tout comme dans ce duel aérien, il expulse Franklin Guéa-Tcheboumou pour anti-jeu. 2-0 au coup de sifflet final. Fetio concède ainsi sa deuxième défaite en 8 matchs à domicile. L'arbitrage vraiment nous a fait défaut et puis les gens ont mentalement craqué. On n'a pas su jouer notre jeu, on n'a pas su réagir. Et en face de l'adversaire qui a besoin de points, a joué regroupé derrière, ne laissant pas des espaces pour jouer, même dans les balles arrêtées. Je crois que leur gardien était excellent, le mental était de leur côté. Nous vraiment, encore une fois, je crois que l'arbitre nous a faussé la partie. Quatrième à la 16e journée, il finit la phase aller hors du quintet de tête, 6e à 27 points. Pour le président Faustin Domke, son équipe a su capitaliser l'essentiel et gagner 3 places au tableau, désormais 11e à 21 points. On a su déposer le jeu, on a bien fait de contenir l'équipe, fait que jouer avec des longs ballons. Et nous avons tout fait pour mieux nous regrouper en défense. Mais je pense qu'on a beaucoup peiné dans les 10 dernières minutes. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon match. Début de la phase retour dans 2 semaines. Avec à l'affiche Colombe New Star à Yaoundé et Fetio APGS de Fou, ici au stade Omnisport de Bafoussam Kwekon. Alors, en termes de bilan, des chiffres assez intéressants. Après ces 17 premières journées de championnat, des chiffres intéressants qui permettent par exemple de constater donc au Coton Sport de Garoua a terminé champion honorifique de la phase aller chez l'Aigle Royal de la Méno avec 10 points seulement, se classe en dernière position de ce championnat, même si l'équipe de l'Aigle Royal de la Méno promet une remontada. C'est l'expression qui est utilisée du côté de Chang à la phase retour. Et bien, il faut dire que cette équipe a été à la peine à l'entame de cette première partie de championnat. Suivant le bilan que nous dresse Leclerc Tsakem avec des chiffres, mais aussi des données assez importantes. Pour plusieurs passionnés de football, depuis la création de la Ligue de football professionnel, c'est le meilleur début de saison que connaît le championnat de première division au Cameroun en matière de respect du calendrier. Très peu de matchs en retard ont freiné le déroulement du championnat. La plupart des matchs sont démarqués par la bonne qualité de jeu. Sur la base des performances, Coton Sport de Garoua termine champion de la Monsali avec 34 points dans la besace contre 32 pour Union de Mons Sportif de Lyon et Fovo Club de Baham respectivement 2e et 3e. En écart réduit qui peut démontrer que cette première partie du championnat a été âprement disputée. Durant le parcours, des clubs tels que l'Union Sportive de Douala avaient démarré la saison par une défaite, se sont bien rattrapés. D'autres clubs, par contre, pourtant habitués de l'élite, ont été de mauvais élèves. C'est le cas de l'Aigle Royal de la Bénois qui a terminé cette phase allée du championnat, dernier au classement, avec seulement 10 points. L'autre mauvaise note est attribuée aux arbitres par la Ligue de football professionnel qui a d'ailleurs suspendu le responsable de leur commission. Les hommes en noir ont été rappelés à l'ordre par Madame la secrétaire générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les multiples changements d'entraîneurs sous les bancs de touche des clubs ont également été remarqués. En 17 journées de championnat, 10 clubs ont changé d'entraîneur. Sur le terrain, en plus de son titre de champion honorifique de la phase allée, Coton Sport de Garoua s'adjuge la meilleure attaque avec 27 buts et le meilleur buteur, Marius Mwandimanji, qui a inscrit 12 buts. La meilleure défense est celle de Yon Sport Academy de Bamenda, qui n'a pris que 5 buts, alors que la pire défense est celle du Rapace de la Ménois, qui a pris 21 buts. L'Oiseau de la Ménois, tout comme Colombe du Sud, n'en a inscrit que 8. Au total, 269 buts ont été inscrits en 153 matchs durant la phase allée du championnat d'élite 1. Voilà pour ces quelques chiffres. Alors, avec nos joueurs sur ce plateau, quoi bilan, l'appréciation que vous faites de cette première partie, déjà le bilan pour New Star de Douala, vous trouvez positif? Oui, je vais trouver positif par rapport à la saison dernière parce que la saison dernière, ils sont classés 15e ou 16e de la phase aller. Donc, il a fallu remonter, faire ce que l'Aigle Royal de la Ménois promet de faire. Voilà. Donc, pour vous, et en dehors de New Star, quelle appréciation en termes de niveau de jeu, en termes d'accueil, en termes de performance des uns et des autres pour cette première partie? Bon, je vais dire le niveau de
cette saison est très élevée par rapport à la saison dernière parce que toutes les équipes se sont mieux préparées pour pouvoir se donner le meilleur d'eux-mêmes parce que aujourd'hui le premier a seulement 34 points et il suffit juste d'essayer de gagner 2 matchs pour te retrouver parmi les 10 premiers et voilà. Donc je vais dire le bilan de cette année de la phase aller est moyennement bien parce que autant essayer de se relever aussi. Voilà, une équipe de Coton Sport de Garoua qui est partie quelque peu de l'arrière pour percuter et se retrouver donc aujourd'hui champion de la phase Ali. Alors Émile Merlin, vous êtes gardien de but du côté de Stade Renard de Melon. Justement, la performance des attaquants, on parle de près de 269 buts marqués. Ça fait un nombre quand même assez impressionnant. Meilleure attaque Coton Sport de Garoua. Est-ce que ça veut dire que c'est les attaquants qui ont été très forts ou les défenseurs ou les gardiens de but voilà, qui ont été moyens? Bon, d'abord, pour cette phase aller, je pense que le championnat est super élevé parce que avec les consignes de la FIFA ou de la CAF, où on nous a retiré 2 places africaines, je pense que tout le monde voudrait être premier pour pouvoir jouer la Champions League. Et je pense bien que les attaquants cette année ils sont beaucoup prolifiques, ils marquent vraiment beaucoup. Avec les bons stades qui nous ont été attribués par la Ligue cette année, je pense qu'il y a du beau football et je pense que tout va bien se passer durant la deuxième phase. Alors du côté du Stade Renard de Melon qui vit sa première saison justement à ce niveau sa deuxième saison à ce niveau de la compétition, on note que voilà, c'est une entame assez difficile pour l'équipe de Stade Renard. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme a chanté quelqu'un? Bon, c'est vrai, entame très difficile. Bon, je ne vais pas dire entame difficile parce qu'on a fait une entame où on a gagné le match contre l'Union. Match contre l'Union de Douala. Bon, nous avons... Certains ont dit que c'était la malédiction. Bon, après ça, nous avons, je pense, on a vraiment chuté parce que à cette phase du championnat l'année passée, nous étions dans le quintet de tête. Nous sommes parmi les trois premiers. Mais bon, moi, je peux accuser le début tardif de nos séances d'entraînement. Parce que c'est vrai, on a joué le match contre l'Union, après ça, on s'est dit que ça va passer comme sur des roulettes, mais après ça, on s'est réveillé. Quand on voulait lever les yeux, aux 2 dernières journées, peut-être le fait justement d'avoir battu Union à l'entame, et par quel score en même temps? C'est un peu ça. Bon, on s'est tous dit que bon, la machine va prendre parce que ce championnat, si tu gagnes, tu te mets en confiance. Si tu perds, la confiance ne vient pas aussi rapidement. C'est un peu ça. Pour vous, en cette première partie, pour l'équipe de Stade Renard de Melon, quelles ont été les équipes qui ont été véritablement difficiles à manœuvrer? Coton Sport et je pense Yafoot. Parce qu'ils nous ont vraiment manœuvré dans notre propre terrain. Je pense que ces 2 équipes nous ont vraiment manœuvré parce que le reste, ça a été là. Pratiquement du 50-50. Alors, Kouabilé, pour vous, quelles ont été les équipes les plus difficiles à manœuvrer, les plus coriaces que vous avez rencontrées sur ces 17 premières journées? On a rencontré, je veux dire, il y a UMS de Loum, il y a Union de Douala qui nous a fait ça dur parce que après la première minute, on a essayé de marquer. Après 2 minutes après, ils ont essayé de réaliser et égaliser ce but. Et après, nous ont mis le deuxième but. Il y a aussi Astro de Douala. Voilà. Ces 3 équipes qui ont essayé qui vous ont donné du fil à retordre dans ce championnat. Allez, on va peut-être jeter un œil au classement tout d'abord. Voilà un classement qui est bien connu puisque la semaine dernière nous l'évoquions déjà. Allez, on jette un œil à ce classement avant de donner la parole à nos consultants et de pouvoir donner la parole aussi à ce défenseur des Astres de Douala, Joël Thiofo, qui va lui aussi dire un petit mot avant qu'on nous poursuive. Le classement avec donc Coton Sport, premier, UMS deuxième, Fauveau troisième. La course en tête, Clément Zeko, qui jusqu'au bout a maintenu
maintenu un certain suspense, puisque Coton a fait match nul, tout comme UMS et Fouvou, sur cette 17e journée. Et voilà, il aurait suffi d'une défaite ou d'une victoire pour que la configuration soit complètement différente. Ça augure forcément de quelque chose. Oui, ça augure de beaucoup de choses. Disons déjà que dans TAM, il y a deux équipes qui se sont lancées à l'abordage pour ce qui était la tête du classement, à savoir Fouvou et Fetche. Ce sont ces deux équipes-là qui se sont relayées au fil des journées, à tel enseigne qu'on savait que Fouvou ou Fetche devaient normalement terminer dans le quatuor de tête. Malheureusement, en 1000 parcours, il y a deux larrons qui se sont invités dans la danse, à savoir UMS et Coton, je veux dire. Au finish, c'est Coton qui a réussi, bon an, mal an, parce que sur la fin... Vous semblez oublier Young Sport Academy. Oui, Young Sport est arrivé un peu plus tard. Young Sport est une constante. Young Sport est une constante, c'est la meilleure équipe à l'extérieur, même si elle n'est pas la meilleure à domicile. Donc Young Sport a une constante, et dans cette constante-là, elle a réussi à osciller entre la 6e et la 4e et la 5e place. Donc dans cette course au sommet, il y a véritablement deux équipes, plus d'autres qui se sont ajoutées en prenant comme plancher Young Sport. Maintenant, dans le fond du tableau, on a l'Aigle qui est véritablement la déception de la saison, simplement parce que cet Aigle, dans sa préparation, avait laissé voir qu'il avait beaucoup d'arguments au sortir du tournoi de l'Ouest, mais malheureusement, auréolés de ce titre dans ce tournoi, ils se sont endormis parce que les querelles internes avaient pris place en lieu de la préparation qu'il fallait donner à cette équipe pour lui donner la possibilité d'être nécessairement compétitive pendant le championnat. Il y a aussi que l'élimination précoce de New Star et même de Coton, surtout New Star, parce que New Star Des dignes. Non, je veux dire, oui, des dignes, je veux dire, parce que New Star a été éliminé à la Coupe, simplement parce que, voilà, dans sa préparation, il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait redire. Donc, en voyant Eding, qui avait porté beaucoup d'espoir, vu déjà le recrutement, à la limite, on disait XXL, mais c'est simplement, c'était une constellation de stars, simplement. Ils ont fait venir toutes les vieilles gloires qui avaient... qui brillaient dans le championnat. Oui. Mais maintenant, le tout n'est pas de prendre tous les joueurs, c'est de savoir les faire jouer. Parce que l'entraînement, c'est à apprendre à jouer ensemble. Et c'est quand les joueurs savent jouer ensemble qu'ils peuvent faire un résultat. Mais si chacun vient jouer comme il peut, bon, là, on a pas. Donc, ce championnat, pour sa première phase, donne le fruit qu'on aurait attendu en pareille circonstance. Simplement parce que aucune équipe, contrairement à ce que Kouabilé nous a laissé entendre, aucune équipe ne s'est véritablement bien préparée par rapport à cette entame. Si on met de côté Fetche, si on met de côté Coton, parce que c'est des équipes qui ont commencé à temps et qui ont fait progressivement leurs choses comme il se devrait. Par contre, les autres ont commencé sur le tard. Et sur le tard, à la faveur des multiples reports du championnat par la Ligue. Donc, maintenant, je pense que c'est en deuxième phase. On va voir une deuxième phase autre que ce qu'on a eu en première. Parce que les équipes ont déjà eu leur vitesse de croisière et maintenant elles doivent aller à l'abordage pour engranger le plus grand nombre de points. Et maintenant, comme la phase là ne comptera que 17 journées, malheur à l'équipe qui va trébucher parce que au finish, les larmes vont pouvoir couler. Les larmes vont couler. À la queue du classement aussi, on regarde une fois encore ce classement avec Colombe, Yafoud, Aigle Royal de la Ménois, Stade Renard de Mélon, de notre ami Émile Bertin, Merlin, autant pour moi. On note qu'à la queue du classement, voilà, ça s'anime aussi véritablement, même si Aigle Royal de la Ménois est véritablement l'équipe à plaindre pour cette première partie. Vassile Sessémé. Oui, il faut le dire. Aigle est véritablement mal placé. Ils ont occupé ce rang dès le début du championnat. Après 17 journées, ils y sont. Donc il y a un grand travail qui attend le coach Bureau de ce côté-là pour essayer, n'est-ce pas, de sortir cette équipe de cette situation. On peut également voir la méforme d'une équipe comme Yaoundé 2 qui a connu une saison flamboyante à la montée, mais depuis qu'ils sont à l'élite, en Ligue 1, Ligue 1, c'est véritablement difficile pour eux. Maintenant, Colombe
On a du mal à comprendre déjà les raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Les entraîneurs qui ont fait bonne figure avec l'équipe, je veux parler de Nankam qui est venu au AS. Ben, avec Thierry Metomo, les résultats n'ont pas suivi, donc il est aussi parti. Donc c'est une équipe qui, du point de vue interne et même sur le plan technique, ne se porte pas très bien. Vivement que la trêve aide un tout petit peu. Et que dire du champion en titre? Voilà, donc là je vais venir maintenant auprès de deux grosses pointures qui sont véritablement mal placées. Stade Rennais, d'abord il faut commencer par eux. Donc c'est une équipe qui a fini la saison d'une manière très forte, la saison écoulée, mais qui malheureusement depuis le début de la saison ne retrouve pas ses marques. Il en est de même pour APGS qui, n'est-ce pas, est une équipe très joueuse, qui a habitué les pensionnaires de MTN Elite One à du beau jeu et qui a toujours été dans le quintet de tête, mais qui malheureusement se trouve à ce niveau-là. Maintenant, Digne, on sait très bien que le début de saison n'a pas été celui qu'on a attendu. D'abord, cette sortie prématurée dans les phases de qualification pour les phases de poule. Et par la suite, des résultats en dents de scie, qui notamment, après le départ de l'entraîneur en chef, il y a eu un certain intérim. On pense quand même que aujourd'hui le banc de touche pourrait être assez stable avec l'arrivée de Jean-Baptiste Bissek. Pourquoi pas? Donc, c'est une équipe qui est mal placée, qui aura à cœur de bien entamer la phase de retour, jouer le tableau de tête. On peut être un tout petit peu content pour cette équipe de New Star qui était dans la même lignée, mais qui, à travers sa victoire, qui a fait un petit sursaut vers le haut. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire des équipes de tête. On n'a pas de troupe à se plaindre d'une équipe comme Dragon. Tout simplement parce que, on l'a dit ici, c'est une équipe qui n'a véritablement pas eu le temps de se préparer. Je pense que l'entraîneur Chatoa de ce côté se bat tant bien que mal pour une équipe qui a démarré le championnat après 8 jours d'entraînement simplement, pour dire qu'ils ont fort à faire. Déjà pour se maintenir, ça il faut le dire. Parce que se maintenir à la fin de la saison serait vraiment un espoir pour cette équipe. Allez, on va accueillir Joël Tchoufo, qui est défenseur des Astres de Douala, qui nous a rejoint sur ce plateau. Joël, bonsoir. Bonsoir Eric. Bienvenue à vous. Merci. Alors, Astres de Douala, dans cette première partie, c'est quoi le bilan que vous dressez? Je dirais, bon, le bilan n'est pas négatif. Parce que déjà, on se retrouvait à, je pense, à la 12e position. Après avoir battu les Aigles de la Ménois et Colombe du Sud. On est revenu à la 7e position et après on a encore fait 2 matchs nuls. On a régressé. Et on a régressé à la 10e position, je pense. 9e position. Ouais. Le bilan n'est pas mauvais déjà parce qu'en début de saison, on a eu ce problème avec les licences. Donc déjà, Astres de Douala n'a jamais eu son groupe au complet. Et après le premier licence résolu, on a eu des problèmes avec les attaquants, qui à chaque moment, on avait des blessés. On a fini par utiliser les défenseurs Sanko à la pointe d'attaque. Donc c'est pas très mauvais la première moitié avec toutes ces difficultés, voir l'équipe des Astres de Douala positionnée telle qu'elle a été, voir les résultats que cette équipe a pu engranger, c'est tout simplement dire que voilà, l'équipe s'est battue comme elle a pu, 9e avec 22 points après ces 17 premières journées. Astres de Douala, quelle ambition pour la suite? Bon, déjà, l'ambition c'est gagner tous les matchs. Déjà, comme toute équipe, quand on est arrivé sur la pelouse, l'objectif c'est de gagner le match. Et maintenant, comme l'adversaire aussi vient avec l'esprit, avec les mêmes intentions que nous, on se bat et puis on se... Quelles sont justement les équipes qui vous auront d'une façon ou d'une autre véritablement secoué en cette première partie? En cette première partie, je vais citer Coton Sport, qui nous a vraiment donné du fil à retordre, vu qu'on a obtenu un carton rouge avant la première moitié de la première mi-temps, qui nous a vraiment donné du fil à retordre Coton Sport. Il y a aussi, avec l'attaquant Marius avec lui, l'attaquant, le Tchadien. Mais on a quand même soutenu et puis on a terminé la partie 0 partout. Il y a aussi Yon Sport de Bamenda
qui sur la pelouse avec la meilleure équipe à domicile. Bon, je dirais une équipe au million de spectateurs parce que vraiment ces gars. Bah, pas plus que Bamboutos quand même. Pas plus que Bamboutos. Mais cette équipe de Young Sport nous a vraiment donné de la rétorte. La pelouse n'était déjà pas bonne. Et la pluie aussi. Alors, quand il pleut de ce côté-là, c'est comme ça. C'était la merde. Voilà. On a quand même su. Donc, Young Sport, Coton Sport de Garoua. Et UMS de Loum aussi. Voilà. Finalement, il y a une constante dans ce que disent les joueurs. Il y a des équipes qui sont difficiles à manœuvrer, si l'on s'en tient au témoignage de nos 3 footballeurs sur ce plateau. Je pense, Kouabilé a évoqué Coton Sport de Garoua aussi. Équipe joueuse, UMS de Loum qui revient. Union de Douala. Voilà, Union de Douala, Astre de Douala, forcément. Kouabilé, attaquant face à face à un défenseur. Comme Kouabilé, j'imagine, vous connaissez assez bien. On se connaît assez bien, Kouabilé. Kouabilé? Oui, c'est vrai. Alors, Joël Tchofo, face à vous, quelles sont souvent les grosses difficultés? Je ne vais pas dire qu'il y a souvent de grosses difficultés, mais vous savez comment il faut savoir connaître comment le prendre. C'est quoi ses qualités justement? Non, il est battant, il est combatif et il est intelligent aussi. Donc, c'est pas quand même facile d'essayer de le prendre à tout moment. Donc il faut vraiment être intelligent et rapide. Voilà, je voudrais qu'on évoque le cas ici d'une équipe, la dernière au classement. Ses supporters nous rappellent tout le temps, ils vont faire la remontada. C'est une expression consacrée finalement du côté de Tchang. Quelles sont les chances, selon vous, pour cette équipe de l'Aigle Royal de la Ménois de revenir au devant de la scène? La première des choses, il faut y croire. La première des choses, il faut y croire. Parce que l'activité est colossale. La montagne est vraiment haute pour pouvoir la surmonter. Mais il faut déjà commencer par y croire. Maintenant, après avoir cru, il faut se donner les moyens de pouvoir aller à l'abordage. Se donner les moyens, c'est déjà corriger en interne le fonctionnement de l'équipe avec les problèmes que l'équipe connaît. Essayer de résoudre les problèmes les plus élémentaires. Parce que généralement, les dirigeants sont aptes à venir le dimanche, dire nous allons donner 100 000 francs pour une victoire. Alors que de lundi à samedi, le joueur s'est entraîné dans la précarité totale, tant pour ce qui est de sa subsistance que même ce qu'il faut pour son environnement. Et lorsque vous vous entraînez dans cette précarité, il vous est très difficile de produire un résultat le dimanche, quelle que soit la forme de la motivation extrinsèque qu'on pourra vous donner. On pourra même vous attacher de l'argent dans les chaussures, vous n'allez pas courir plus vite. Donc il faut déjà commencer à donner un encadrement décent. Il faut avoir une organisation qui convient. Mais maintenant, fédérer toutes les forces autour de l'équipe. Et ce ne sont pas les forces qui manquent dans la Ménois. Il y en a suffisamment. Mais que les gens taisent leurs égos, et mettent, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si l'aigle est placé au centre du jeu, je pense qu'ils peuvent y arriver. Mais il ne faut pas qu'une poignée de personnes pensent que ces personnes-là seront seules capables d'amener l'aigle à faire la remontada. La remontada, c'est une performance sportive. D'abord, il faut d'abord être sportivement performant. Est-ce qu'en disant qu'on va faire la remontada, on a les éléments qu'il faut pour faire cette remontada? Est-ce qu'on a le soumassement nécessaire pour cette remontada? Est-ce que nous tous, nous sommes dans cet état d'esprit? Je crois que voilà, grosso modo, brossé, à mon sens, ce qu'il faut faire. En tout cas, à ce niveau, on y croit ou on essaye d'y croire. Et beaucoup attendaient avec beaucoup d'impatience l'arrivée du mercato. C'est là. Et dans chacune des équipes, on annonce des recrutements, on annonce des renforcements. Et c'est simplement la deuxième partie qui permettra de voir l'efficacité de tout ceci. Alors, Vassilou Seseme, on sait aussi que la Coupe d'Afrique des Nations 2018 frappe
2019, autant pour moi, frappe à la porte. Une compétition qui est très bien partie pour se dérouler au Cameroun. Et donc, d'une façon ou d'une autre, pour ces joueurs, pour ces footballeurs, on peut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'on monte d'un cran en vue de potentielles sélections pour la participation à cette compétition à domicile et donc à une deuxième partie un peu plus relevée. Oui, ben, la deuxième partie sera relevée indépendamment du fait même d'une potentielle place qu'on peut avoir pour figurer, n'est-ce pas, au niveau de la sélection des Lions Indomptables. Maintenant, il faut reconnaître que la Coupe d'Afrique, c'est un niveau un peu au-dessus. Il faut véritablement batailler très dur. Il y a la fin de saison, il y a le début de saison, il y a les matchs qualificatifs. Tout dépendra de la politique, de la philosophie de jeu, des objectifs que l'entraîneur mettra sur pied pour constituer l'équipe. Mais au regard de positions des uns et des autres au niveau du classement, je crois que pour ce qui est de l'aigle, il y a deux mots d'ordre. Le premier, c'est de laisser l'entraîneur travailler dans la sérénité pour qu'il ait des repères. La deuxième, c'est trouver suffisamment de moyens pour motiver les joueurs à la sortie de chaque résultat positif. Ce n'est que en combinant ces deux efforts qu'on peut enchaîner. Mais si on va rester dans le doute, dans la critique, la sérénité ne viendra pas. Et chaque match sera un éternel recommencement. Et l'aigle ne sortira pas de cette position si ce qu'on est en train de dire ici n'est pas fait. En ce moment, il faudra laisser l'entraîneur travailler pour avoir des repères et motiver suffisamment les joueurs pour aller chercher le résultat. Alors, justement, par rapport à cela, Kouabilé, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour vous autres, pour les footballeurs camerounais, vos homologues, de rêver d'une sélection, d'une participation des joueurs évoluant sur le terroir à cette Coupe d'Afrique des Nations en vue qui va se dérouler à la maison? Oui, c'est une possibilité pour nous de pouvoir rêver parce que ça sera un honneur et une très grande fierté pour nous, les joueurs amateurs, de pouvoir jouer une Coupe d'Afrique dans son pays. Vous dites amateur dans un championnat professionnel? Si, parce que là... Bon, on veut parler des joueurs locaux. Bon, je veux parler des joueurs locaux, comme voilà. on dit. Voilà. Mais vous avez compris ce qu'il a dit. Donc, nous ferons une très grande fierté. Donc, surtout pour moi aussi, je vais bosser pour ça et continuer à travailler parce que il faut avoir les ambitions dans la vie. Et il faut rêver grand pour avoir. Vous avez suivi le coach Vassilus tout à l'heure qui dit, allez, à ce niveau, on est un cran au-dessus. Alors pour vous qui avez, qui connaissez un peu la haute compétition, voilà, vous sentez, c'est un cran au-dessus par rapport au championnat. Oui, parce que dans la rue, voilà, ça se dit aussi très souvent. C'est un grand niveau par rapport au championnat camerounais, vu... Ils étaient au Chan, ils ont... Oui, c'est voilà. Pour ça que je pose la question. Donc, vu les qualités qu'on va trouver par rapport aux équipes, parce que chaque équipe se prépare pour pouvoir... Je vous pose la question pour que vous donniez l'avis sur ce débat, voilà, qui a très souvent cours. Est-ce qu'un joueur qui évolue au championnat camerounais, au regard aussi de l'actualité de Marius Mandi de Coton Sport de Garoua, qui serait en route ou qui est en route pour l'Europe après seulement la première partie du championnat, vous pensez que justement pour les joueurs camerounais, il y a cette possibilité d'évoluer au sein de l'équipe nationale? Parce qu'il y a ce débat, certains estiment c'est une injustice qu'on n'appelle pas nos joueurs qu'on a l'habitude de voir le dimanche, le mercredi en équipe nationale et qu'on estime que voilà, il faut être à l'étranger pour être à l'équipe nationale. Moi je veux dire il faut prendre le risque, il faut donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir essayer de montrer de quoi ils sont capables. Donc c'est pas forcément il faut parler en Europe pour pouvoir jouer à l'équipe nationale. Donc c'est beaucoup de risques qu'il faut prendre et faire confiance à ces jeunes Camerounais qui jouent au pays et qui montrent vraiment, qui sont vraiment talentueux et qui montrent de quoi ils sont capables. Donc il faut oser. Il faut trouver des entraîneurs capables d'oser. Joël, vous partagez cet avis. Vous dites, Joël Tchofo aujourd'hui appelé en équipe nationale, ou alors tel qu'il regarde, il se dit, Joël peut avoir sa place dans cette équipe pour une Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Oui, il reste optimiste. Et on travaille dur, on cravache tous les jours pour ça. Et bien que n'ayant pas le niveau des autres, ceux qui évoluent en Occident. Vous sentez qu'il y a une différence de niveau? Si, il y a une différence de niveau. Déjà, des championnats déjà, c'est différent. Et quand les conditions sont réunies, vous tirez facilement votre épingle du jeu. Donc vous vous dites,
la chance étant donnée, la volonté peut faire le reste. Si, et la détermination aussi, j'ai oublié. Oui, les gens, tout le monde n'a besoin que de l'opportunité. Et dans cette opportunité, il va essayer de frayer son chemin. Quitte à être bouté hors compétition par ses manquements, mais au moins il aura eu l'opportunité. Et on pourra savoir s'il est capable ou il n'est pas. Et lorsque j'entends les footballeurs parler de cette manière, je suis très fier, je suis très content de savoir qu'effectivement, ils savent que c'est dur, mais ils vont y aller à leur bord. C'est valable pour les coachs? Oui, c'est valable pour tout le monde. Ce que je dis, c'est valable dans le débat de coach où on estime que voilà, un coach camerounais peut lui aussi tenir cette équipe. Le même débat, je parle d'opportunité. Nous parlons d'opportunité. Et j'ai pris 2 exemples la dernière fois. Je peux prendre plusieurs exemples. L'exemple le plus élémentaire, c'est par exemple Enon Gatou que je vais reprendre. À aucun moment, personne ne connaissait ce qu'il était. Alors, avant qu'il entre à l'équipe nationale comme adjoint, ensuite passer comme principal, et avoir l'occasion de préparer ses filles pour aller à la Coupe d'Afrique et ramener les trophées qu'il a amenés. La même chose aujourd'hui, il y a un jeune qui a pris le relais, Ndoko, personne ne le connaît. Et je vous dis, d'ici un an et demi, tout le monde jurera par ce nom-là. Simplement parce que l'opportunité qu'il a eue va lui donner l'occasion de faire. Et tel qu'il est en train de bâtir son équipe, je pense que si on lui laisse la possibilité et le temps qu'on a laissé aux autres, il pourra le faire. Donc, que ce soit ces deux-là ou tout autre, parce que regardez Belinga qui a pris 2 fois par intérim, il a assumé l'intérim sans bruit de bout et de casserole. On a suivi, on a vu le match. Ça veut dire qu'il a eu l'opportunité. En une occasion, il a démontré qu'il avait la possibilité. Donc, tout ce que l'on demande, c'est l'opportunité. Tant que vous n'aurez pas l'opportunité, on ne peut pas juger de vous. Nous qui parlons en ce plateau, hier, personne ne nous connaissait, simplement parce qu'on n'avait aucune opportunité. Mais dès que l'opportunité s'est posée, tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il y a des analystes au Cameroun, comme il y en a ailleurs, parce qu'on est capable de dire les choses et avec la même ferveur et la même pointe. Parce que nous avons eu l'opportunité. Nous qui sommes ici ne sommes pas supérieurs aux autres qui sont au quartier. Parce qu'il y en a au quartier, mais qui n'ont pas la même opportunité. Donc, quand je parle d'opportunité... Il est plus question d'opportunité. Il est beaucoup plus question d'opportunité. Parce qu'au niveau de la compétence, il y en a, nous regorgeons de compétences. Regardez autour de vous ce qu'on fait. Alors, même si certains, par rapport à cela, vous diront, Kouabilé et tous les autres qui étaient du côté du Chan, voilà, ils y sont allés, on s'attendait à voir un peu plus en termes. L'opportunité était là, on s'est dit, le niveau, même si d'aucuns décrient quelque peu ce championnat camerounais, les résultats n'ont pas suivi. Oui, les résultats n'ont pas suivi. Pourquoi? Est-ce du fait de leur incapacité à saisir l'opportunité ou est-ce parce que leur préparation n'a pas été adéquate? Je pense que lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait une comparaison entre les différents championnats, non, ne nous voilons pas la face. Le championnat camerounais, c'est vrai, il est professionnel parce qu'on dit qu'il est professionnel. Mais dans les faits, est-ce qu'il est professionnel? Il n'est pas professionnel du tout. Nous entendons ici qu'il y a des équipes qui ont 4 mois, 5 mois d'arrêt de salaire. Est-ce qu'ailleurs on parle de salaire? Non, ailleurs on parle d'autre chose. On ne parle pas de salaire. Je ne voudrais pas prendre un exemple que j'ai vécu à l'extérieur avec une équipe camerounaise. Ça nous fera vainement honte. Je peux vous en 2 mots. Nous sommes allés à Lumumbashi pour jouer. À l'époque, j'étais dans les Astres. Nous sommes allés jouer à Lumumbashi contre le plus tout-puissant Mazembe. Mais on a commis une erreur de notre vie. C'est qu'on a voulu espionner tout-puissant Mazembe parce qu'on voulait superviser leur match d'entraînement. Vous savez ce qui s'est arrivé? Non. Le dernier joueur de tout-puissant Mazembe venait au match avec une VX. Alors que nous prenons les motos ici pour les plus chanceux. On va s'arrêter à ça. Pour les plus chanceux. Donc, attendez, vous voyez, est-ce que vous voyez le niveau du confort moral qu'il y a dedans? Donc, c'est pour dire que si vous mettez nos joueurs dans le même confort, on va arriver à ça. On pourra y arriver. Allez, Clément Zeko, permettez qu'on avance parce que là, on touche un peu à la pudeur. Voilà. On va évoquer à présent l'Elite 2 avec les rencontres, l'Elite 1, voilà, le tableau des prochaines journées ici de ce championnat Elite 1 qui va démarrer donc dans les jours à venir pour ce qui est de la phase retour, la première journée de la phase retour avec par exemple une rencontre qui opposera
Aigle Royal de la Ménois Bamboutos de Bouddha. C'est une rencontre dont parlent beaucoup les supporters, ou encore Stade Renard de Melon qui sera face à l'Union de Douala. Le tableau donc de ces rencontres de la 18e journée du championnat de Ligue 1. Allez, si l'on ne peut regarder ce tableau, on va jeter un œil au tableau de Ligue 2 avec donc les résultats de la 15e journée qui se sont joués cette semaine, et c'est quelques victoires, notamment du Canon de Yaoundé qui a renoué avec la victoire. L'équipe de Panthère Sportive d'Indé et de Bamboulette qui ont fait jeu égal, un but partout. Cosmos qui a battu Université 2-0, Canon 2, National 0, Etoameki 2, Lyon Blessé de Futuni qui est tombé donc face à Etoameki. Avion Duncam qui a battu Renaissance de Ngoumou 2-0, Dynamo qui est tombé à domicile devant le Tonnerre Calara Club de Yaoundé 0 buts contre 1, et puis AS Matelo qui a été battu par le Rassan de Bafoussam, le tout-puissant de l'Ouest, qui a fait son grand retour. Allez, il y a eu un clin d'œil au classement, voilà, de cet élito après cette journée, pour constater que PWD de Bamenda continue la course en tête avec 31 points, suivi du Canon de Yaoundé 27 points, Avion Duncam 25 points, troisième. Belle progression de cette équipe d'Avion Duncam du président Pierre Batamag. Lyon Blessé de Futuni qui regresse et se retrouve à la 4e position. Le TKC, AS Etoameki, le Rassan de Bafoussam qui a connu aussi une belle remontée. Bamboulette qui a quelque peu chuté. Renaissance de Ngoumou 9e avec 18 points. Et puis dans la deuxième partie du classement, Cosmos, Panthère Sportive d'Undé qui est sorti de la zone rouge mais qui ne s'en éloigne pas véritablement. AS Matelo est dans la zone rouge. National, Dynamo, Université de Ngaoundiri. Ça va mal donc pour ces trois formations. Et l'Elitou qui connaît aussi désormais sa trêve, puisque après cette journée, c'est les vacances ou les congés dans ce championnat. On va sortir de cette édition avec ces images de la ville de Kekem et ces tournois des vétérans de ce côté-là, organisé ici donc par Dream Solidarité de Kekem. Ces images avec une dizaine d'équipes qui ont pris part à ce tournoi, et c'est l'équipe de Saint-Paul, voilà, qui a été sacrée championne à l'épreuve des tirs au but face à l'équipe Solidarité du Bafon. On va justement profiter pour écouter l'ancien capitaine de l'équipe de Unisport du Ocam, Marcelin Gara. Voilà le capitaine emblématique de ce côté-là, Marcelin Gara, qui parle donc de ce tournoi organisé ici du côté de Bafon. C'est un tournoi départemental que nous jouons, n'est-ce pas, 2 fois l'an. Ça, c'était le tournoi de Pâques. Et il était question pour nous, n'est-ce pas, de revenir à notre meilleur niveau, puisque l'année dernière, nous avons échoué aux demi-finales sur ce même terrain. Et ça n'a pas été facile pour nous de digérer cette défaite-là au jour d'aujourd'hui. Il a fallu, n'est-ce pas, que mes coéquipiers et moi allons chercher dans nos trucs pour pouvoir remporter ce trophée. Je suis un président heureux, je suis un président comblé. Vraiment, ça fait plusieurs années que nous avons attendu ce moment et c'est un moment mémorial. Nous disons merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué afin que Vétéran Saint-Paul puisse gagner enfin de manière loyale ce tournoi. Nous disons merci, merci à tout le monde, merci à tous nos coéquipiers, merci au football vétéran de l'Ouest, du Oncam, de Kekem, et merci à tout le monde. On a tenu dur jusqu'à la finale, mais la chance n'a pas été de l'autre côté parce qu'au tir au but, il y a eu les maladroits. Bon, ça arrive au football. Bon, on ne peut que dire bravo à l'équipe gagnante. Non, on a été vraiment très déçus parce qu'on comptait rentrer le trophée. Et tous les promesses qu'on a eues, on a perdu. Un jeu de maillot, le casier de bière et autres. Bon, la fête du 1er mai pour moi ne va pas bien se passer parce qu'on n'a pas gagné ce match. Allez, vous l'aurez compris, on parle de football vétéran. Et on sort avec ce reportage de Banganté sur l'équipe de la Panthère Sportive d'Undé. Cette démission de Chantal Lowad du poste de présidente du comité provisoire de gestion de cette formation, de cette formation sportive. Quelle réaction du côté de Banganté? Suivons ce reportage de Jérôme Narcisse Sobzé. C'est un nouveau rebondissement depuis la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de la Panthère Sportive d'Undé du 4 février 2018 à Banganté, Assemblée générale qui avait été convoquée par les monarques d'Undé dans le but, disait-il, de redonner une âme à la Panthère Sportive d'Undé. On se souvient que cette Assemblée générale, qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, avait au finish vu la naissance d'une nouvelle société, la Panthère SAS, conduite par l'homme d'affaires Jules-François Famawa. Un coup de force des monarques d'Undé qui estimaient être dans leur droit en mettant un terme au contrat
qui les liait à la Panthère SA, dirigée jusque-là par Chantal Lewatt. Une décision validée quelques jours plus tard par la Ligue de football professionnel du Cameroun, mais contre toute attente, contestée par le comité de normalisation de la FECAFOOT, piloté par Maître Dieudonné Api, qui mettra plus tard sur place un comité provisoire de gestion présidé par Chantal Lewatt. Seulement, depuis le début du championnat Elite Tour, les deux camps se livrent à des combats sans merci pour le contrôle du club. Une Panthère sportive d'Undé, désormais dirigée de main de maître par Jules-François Famawa, qui entre-temps aurait désavoué Maître Dieudonné Api en faisant dissoudre ce comité provisoire de gestion. Alors que les factions s'affrontent désormais dans les tribunaux, que Mme Chantal Lewatt, dans une note d'information adressée aux journalistes, annonce sa démission du comité provisoire de gestion qui avait été mis sur pied par Maître Dieudonné Api. Dans le département d'Undé, cette information n'est pas passée inaperçue. Parce qu'au départ, on ne savait même pas ce qu'elle faisait. On ne savait pas à quoi elle s'élevait. Elle s'élevait même au sein de l'équipe. Donc si elle a trouvé qu'elle peut se retirer officiellement, nous ne pourrons que saluer sa décision. Des observateurs avertis du ballon rond pensent qu'il s'agit d'un non-événement. Chantal Lewatt, comme le PCA du comité de normalisation, est un non-événement. C'est un non-événement, pourquoi? Le comité de normalisation vient d'ailleurs faire quoi dans la Panthère qui n'avait pas de problème. Ce d'autant plus que cette femme reste PCA de la Panthère sportive SA. C'est ce qu'elle a dit. Mais attendez, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça doit faire dans la Panthère sportive d'Undé? Est-ce que ça peut amener cette équipe à gagner des rencontres? Est-ce que ça peut amener les fils d'Undé de se retrouver? Est-ce que cela peut amener l'équipe à retrouver ses lettres de noblesse d'antan? Voilà. Donc sa démission, je ne sais pas pourquoi les gens jubilent. Sa démission, le comité de normalisation, il y avait qui là-bas? Quel était le rôle du comité de normalisation? Bon. D'autres analystes pensent plutôt que le verre est toujours dans le fruit. La démission de Chantal Lewatt, comme j'ai si bien lu et entendu, on a parlé de la démission au niveau du comité provisoire mis sur place par la normalisation au niveau de Bafoussam. Mais je pense que si c'était quelque chose de manière sereine pour laisser le staff dirigeant actuel de continuer et qu'on peut démissionner et pouvoir accompagner le groupe. Mais si c'est dire démissionner comme j'ai entendu et rester comme PCA de la Panthère SA, ça veut dire que le verre est encore dans le fruit. En attendant connaître les dessous de cette démission, on retient que la Panthère sportive d'Undé, qui totalise 14 points, croise le fer dimanche prochain avec le tournoi de Yaoundé dans le cadre d'un match en retard, comptant pour la 5e journée de l'Elite Tour. Voilà, et on va souhaiter bon vent au poulain de l'entraîneur Gabriel Zabou. La Panthère sportive d'Undé, comme elle se porte dans la tourmente donc de ces querelles de leadership avec cette démission de Chantal Lewatt de son poste de président du conseil du comité provisoire de gestion de cette équipe. Et c'est avec justement ce reportage que nous allons sortir de cette édition d'Horizon Sport en remerciant donc tous nos invités footballeurs, Joël Tchofo, Kouébile et bien sûr Lakowen de Émile Merlin de l'équipe de Stade Renard de Melon. En vous souhaitant, messieurs, bonne chance au terme de ce championnat. Kouébile, quelle équipe, selon vous, pourrait terminer championne? Le Stade de Douala. Bonne chance. Merci. Alors, Joël Tchofo, pour vous, ce sera quelle équipe? Les Astres de Douala. Ce sera les Astres de Douala. Et j'imagine que pour Émile Merlin, qui n'est pas loin, ce sera Stade Renard de Melon. Est-ce que c'est possible? Attendons de voir. Allez, merci à Clément Zeko. Merci à Vassilius Sesseme Olivier. Merci en tout cas à tous et à chacun, madame, monsieur. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Je vais remercier toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Notre chef plateau Raoul Taboufou et encore le réalisateur Emos Fongo autour de lui. Carlos Minou, Eric Ouattad, Martin Mangele, Raphaël Dipanda, toutes nos équipes de l'Ouest avec Jean-Paul Chouniat et bien sûr Dallas Bartel, Chana ou encore du côté de
bas-fond de Yaoundé d'ailleurs, madame, monsieur. Les Clercs Sakem, on ne l'oublie pas, madame, monsieur. Vendredi prochain sera notre jour. Nous serons là pour notre numéro. Très belle suite des programmes sur Equinox Télévision.